sommes lundi, le 8 février 2021. Bonjour, bonsoir, chers fidèles téléspectateurs de la télévision Renaissance. Bienvenue dans ce journal dont voici d'abord les principaux titres. Le président Evariste Ndayishimiye accuse ses subalternes de ne pas lui venir en aide dans sa mission d'être au service du peuple burundais. Des propos qui ne sont pas dignes à un chef d'État, selon Frédéric Bamvuginyumvira. Il estime qu'il devrait plutôt les remplacer au lieu de se plaindre. Vous allez le suivre dans ce journal. Le Burundi devrait garantir les droits de l'homme tels que prévus par les accords de Cotonou avant toute intention de reprendre le dialogue avec l'Union européenne. C'est le contenu d'une lettre d'une cinquantaine de députés au haut représentant pour les affaires étrangères de l'Union européenne. L'intervention du service de renseignement burundais dans le dossier de Christa Kaneza, accusé d'avoir commandité l'assassinat de son mari Thierry Kubwimana, montre qu'il y a une main cachée qui ne cherche que détruire la vie de Christa Kaneza. C'est le résultat d'une enquête du Focodé en cours. Le développement de ces titres dans quelques poussières de secondes. Encore une fois, bienvenue. Certains gens commencent à dire que le président de la République, Evariste Ndayishimiye, va s'épuiser en débusquant les manquements des autorités. Ce sont là les propos du président Ndayishimiye lui-même ce vendredi à l'occasion du 30e anniversaire de la Charte de l'Unité nationale. Evariste Ndayishimiye a également accusé ses subalternes de ne pas lui venir en aide pour bien accomplir sa mission. Vous vous souvenez quand Moïse jugeait le peuple et le peuple se présentait devant lui depuis le matin jusqu'au soir, mais Moïse ne parvenait pas à les accueillir tous. Son beau-père Jéthro l'a regardé et lui dit « Tu vas t'épuiser tout seul ». Moi aussi, il y en a certains qui commencent à dire que je vais m'épuiser, comme je cherche à savoir le manquement des autorités jusqu'à la base. Que puis-je faire quand mes subalternes ne font rien pour m'aider ? Mais ne vous en faites pas, nous allons les choisir progressivement, comme Jéthro l'a conseillé à Moïse. Et n'ayez pas peur non plus, nous les retrouverons. Nous devons aussi nous assurer que les autorités sont au service du peuple. Pour le savoir, il suffit de collaborer avec la population, comme ceux qui sont censés te le dire ne l'ont pas fait. Un beau chef, c'est celui qui est bien entouré. Sur ces propos du chef de l'État, l'ancien vice-président de la République du Burundi, Frédéric Bamvuginyumvira, estime qu'au lieu de se prendre, le président de la République, Evariste Ndayishimiye, devrait prendre des mesures nécessaires pour faire avancer le pays. Il conseille au chef de l'État de réorganiser le parti au pouvoir CNDD-FDD s'il souhaite bien gérer le pays, car la plupart de ceux qui ont la main mise sur ce parti n'est guidé que par des intérêts financiers et agissant sur les mains. Suivez. Analyser de plus près cette gêne exprimée par le chef de l'État visiblement a des sources, a des origines. Pour moi, ces origines sont les suivantes. Lorsque le CNDD-FDD venait en 2004-2005, et il nous a servi au Burundi, à la communauté internationale, de très bons discours, visiblement des discours qui montraient qu'ils étaient engagés à remettre le pays sur les rails de la démocratie et pour qu'on entre dans un développement intégral et pour rendre heureux le citoyen burundais. Mais sans tarder, on a constaté que ce discours s'écartait des réalisations sur terrain. Déjà en 2006, l'on aura constaté que ça a été les premières manifestations de leur comportement, ça veut dire chercher à faire taire quiconque n'épouse pas leurs idées. Et ça parlait justement de l'appropriation de la richesse des citoyens burundais par un groupe d'hommes à la tête de l'État. Et quiconque osait les dénoncer devrait être tué. Je crois que c'est le cas de Ernest Manirumva et les gens impliqués. C'est bel et bien l'actuel Premier ministre. C'est bel et bien l'actuel ministre de l'Intérieur. Maintenant, je crois qu'il y a eu une option dans l'entretemps qui n'a pas été
peut-être présenter au peuple burundais, c'est que visiblement, il y a une minorité, une infime minorité qui croyait en ce discours de révolutionner le Burundi et une majorité qui était contre, qui cherchait peut-être à d'abord satisfaire le problème d'ordre économique avant de se lancer dans une telle aventure de chercher à développer le pays. Je crois que c'est plutôt cela. Maintenant, 16 ans plus tard, quel est le constat? Le constat, c'est qu'en réalité, le Burundi, au lieu d'évoluer, il recule. Et le chef de l'État le constate comme nous le constatons. En fait, sa plainte est une expression d'une gêne de voir qu'il y a une montagne qu'il doit déplacer pour que le Burundi puisse suivre la voie normale. Mais est-ce qu'il est capable de déplacer cette montagne? Alors, sa plainte est de dire, voilà, je n'ai pas des hommes, des femmes qui doivent m'aider. Mais c'est lui qui connaît très bien le système. Donc, il ne doit pas se plaindre. Au lieu de se plaindre, il devrait absolument chambarder le système CNDD-FDD et reconstruire un autre système, justement, qu'il puisse utiliser pour révolutionner le Burundi. Maintenant, est-ce qu'il a la force morale et la force politique pour pouvoir le faire? C'est ça la grande question que l'on peut se poser. S'il est capable de le faire, bon, qu'il aille, qu'il prenne la voie, nous allons le soutenir. Mais sinon, il va se laisser entraîner par ces faucons qui sont déjà au sommet de l'État et ils vont l'embrigader. Et il ne pourra pas faire un pas. Et ça veut dire que, ou bien il doit se défaire d'eux et réorganiser le système et avancer et organiser le pays, ou bien il va se laisser entraîner et se contenter de ce discours. Frédéric Bamvuginyumvira, une cinquantaine de députés européens dénoncent une possible suspension des sanctions qui pèsent contre Gitega depuis 2016, depuis la reprise du dialogue entre le Burundi et l'Union européenne. Ces parlementaires ont fait part, par écrit, de leurs doutes au haut représentant pour les affaires étrangères de l'Union européenne. L'une des signataires, la députée européenne Marie Arena, rappelle que les accords de Cotonou exigent avant toute reprise de dialogue de garantir les droits de l'homme. Suivez Marie Arena. La situation au Burundi est toujours inquiétante, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a toujours une vraie, je dirais, interdiction de liberté d'expression, que ce soit au niveau des médias, mais aussi au niveau des ONG, qui la plupart sont en exil. On a également des prisonniers politiques aujourd'hui qui sont toujours enfermés au Burundi et des déplacés. Et donc, ce que nous disons, c'est que l'article 96 du post-Cotonou permet d'avoir un dialogue, mais ce dialogue doit être basé sur une feuille de route qui est de permettre, de garantir la liberté d'expression, de libérer les prisonniers et aussi d'envisager le retour des populations déplacées qui aujourd'hui se retrouvent dans les pays voisins et au Rwanda en particulier. Et tout ça aujourd'hui ne fait pas partie, je dirais, de la feuille de route qui est négociée pour l'instant. Et donc ça nous semble important, avec d'autres collègues du Parlement européen, de rappeler à M. Borrell qu'il y a des conditions à la reprise du dialogue avec les Burundais. Chers parents, s'il advenait qu'un membre de la famille attrape la COVID-19, votre rôle est primordial. Prenez vite et faites respecter les mesures recommandées en pareilles circonstances pour protéger les autres membres de la famille. C'est votre devoir de rappeler et appliquer toutes les instructions pour prémunir votre famille des effets néfastes de la maladie. En effet, une large contagion en sein de la famille est source d'une grande perte. La santé est menacée, les activités de production suspendues et la maigre épargne familiale largement entamée par les soins médicaux. Mieux vaut prévenir que guérir. Agissez tant qu'il est temps pour que vous n'ayez pas à regretter. Ceci est un message du mouvement Inamahoro, Femmes et Filles pour la paix et la sécurité. Page justice de ce journal. Le service de renseignement du Burundi cache quelque chose dans le dossier de Christa Kaneza, accusée d'avoir assassiné son mari Thierry Kubwimana. Ce sont les propos de Pacifique Ninazo, président du FOCODE. Les gens se posent des questions. Ce que la justice fait alors qu'elle détruise la vie de Christa Kaneza. Suivez.
Mardi dernier, la Chambre de conseil du tribunal de grande instance de Bujumbura a décidé la libération provisoire de Madame Christa Kaneza. Le lendemain, le procureur en mairie de Bujumbura a signé une ordonnance de mise en liberté provisoire et l'a apporté lui-même à la prison centrale d'Omhimba. Très rapidement, les formalités de sortie de Madame Christa Kaneza ont été enclenchées. Mais en l'espace de 30 minutes seulement, l'officier du service national de renseignement, Alfred Innocent Museremu, a surgi à la prison centrale d'Omhimba pour arrêter ce processus vers la libération provisoire de Madame Christa Kaneza. Ici, il y a lieu de s'interroger. D'où vient le pouvoir du policier Alfred Innocent Museremu? En principe, le service national de renseignement, tout comme la police dans son ensemble, sont des auxiliaires du procureur, du ministère public. Ils sont placés dans une position inférieure au procureur. Mais comment se fait-il que, dans les 30 minutes après l'arrivée du procureur à Mpimba, donc le procureur qui, s'il n'était pas d'accord, allait faire appel, interjeter appel de la décision des juges, donc il n'avait pas fait appel, comment se fait-il que dans les 30 minutes, Alfred Innocent Museremu était informé et pouvait venir et arrêter, stopper l'ordonnance du procureur et refuser la mise en exécution d'une décision des juges? D'où vient son pouvoir? Mais en réalité, nous sommes dans une situation où les institutions fonctionnent de manière renversée, où c'est le service national de renseignement qui commande les juges et qui commande la justice. Ce sera la réalité. Une deuxième observation, selon des informations confidentielles à notre disposition, l'ordre de la libération de Christa Kaneza était venu en réalité de la présidence de la République, mais aussi de la ministre de la Justice, Janine Nibizi. Dans cette situation, on se demande alors d'où vient le pouvoir du policier Alfred Innocent Museremu pour s'opposer à un ordre de la présidence et de la ministre de la Justice. Ceci signifie que derrière Alfred Innocent Museremu, il y a une autre main très puissante, capable de s'opposer au président de la République, de la ministre et au ministre de la Justice. Enfin, une dernière observation, c'est que l'irruption de M. Alfred Innocent Museremu semble commencer à dévoiler l'origine du meurtre de Thierry Kubgimana, parce qu'on voit de plus en plus l'implication des renseignements burundais. Et voilà, enfin, c'est le responsable du service de la direction du renseignement intérieur, Alfred Innocent Museremu, qui vient pour stopper la libération provisoire de Madame Christa Kaneza. Tout semble orchestré par le service national de renseignement et nous espérons qu'à l'avenir, des vérités vont continuer à éclater et qu'on finira à savoir réellement ce qui s'est passé dans le meurtre de Thierry Kubgimana. Le retrait du Burundi de la liste des pays qui doivent bénéficier des vaccins contre le Covid-19 aura des conséquences néfastes sur la population. C'est le regret de Vital Shimirimana, président du Forum pour le renforcement de la société civile, le FORSC, qui vient de publier un deuxième rapport sur la gestion de la pandémie, déplore la cacophonie des autorités sur ce sujet. Suivez Vital Shimirimana, président du FORSC. Nous constatons qu'au cours du mois de janvier, le gouvernement du Burundi, de par les informations ou les données qu'elle a publiées, confirme la prévalence de quelques centaines de cas testés positifs dans plusieurs pays, dans plusieurs provinces du Burundi, pratiquement dans 17 des 18 provinces du Burundi, et ce qui confirme que la pandémie est en train de se propager à une grande allure. Mais nous ne sommes pas confiants des statistiques données par les autorités sanitaires, parce que il est étonnant de voir que le gouvernement continue à confirmer qu'il n'y a que 3 décès suite au Covid-19, alors que
des organisations comme Caritas Burundi avaient déjà identifié une dizaine de cas de décès déjà en été de 2020. Et donc, nous avons émis une série de recommandations, et notamment au gouvernement du Burundi, d'assurer la transparence et l'harmonisation des mesures de lutte contre la propagation de la pandémie, mais aussi d'associer des experts nationaux et internationaux et de demander des appuis de par ces partenaires, mais aussi d'associer d'autres partenaires nationaux, y compris les confessions religieuses et les organisations de la société civile et les médias, dans la propagation des messages ou des enseignements pour que la population sache comment se conduire. Nous recommandons également à la population burundaise d'adhérer aux mesures barrières de lutte contre la propagation de la pandémie du COVID-19. La liste des pays qui vont bénéficier des appuis ou des facilités de la part de l'Organisation mondiale de la santé pour l'acquisition des vaccins, on constate que le Burundi et la Tanzanie, ce sont deux pays de l'Afrique de l'Est qui ne figurent pas sur cette liste. Et nous avons appris également que les facilités accordées par l'Organisation mondiale de la santé le sont à partir des rapports crédibles et objectifs donnés par les gouvernements et qui sont assortis d'une demande en ce sens. Or, le gouvernement du Burundi n'a pas communiqué ces rapports à l'Organisation mondiale de la santé, mais aussi n'a pas formulé une demande de vaccin. Et ceci est d'ailleurs confirmé par le fait que les autorités burundaises, y compris le chef de l'État, continuent à penser comme son homologue tanzanien que grâce à Dieu, grâce à la volonté divine, le Burundi s'en sort très convenablement. Donc, ce sont des gouvernements qui ont accepté la réalité et qui ont formulé une demande et qui vont bénéficier des avantages ou des facilités pour accès au vaccin. Et nous sommes étonnés que les autorités burundaises, et particulièrement les autorités sanitaires qui normalement devraient conseiller le chef de l'État et son équipe, restent donc veulent considérer le Burundi comme un îlot. Or, tel n'est pas le cas. Et ce qui est déplorable, c'est que c'est la population les plus vulnérables qui seront doublement victimisées. Poursuivons ce journal sur la page sport. Le Maroc s'offre une deuxième coupe successive du championnat d'Afrique des Nations. Il a battu le Mali par 2-0 dans la finale qui les a opposés dimanche à Yaoundé au Cameroun. Les buts ont été marqués par Soufiane Bouftini et Ayoub El Kabi. Sacré à l'issue du CHAN 2018, le Maroc devient la première sélection à conserver son titre dans ce tournoi continental réservé aux joueurs locaux. Signalons que la compétition devrait avoir lieu en 2020, mais qu'elle a été reportée pour début 2021 à cause de la pandémie du Covid-19. C'est le moment de suivre le mini-magazine au cœur de la société de la synergie des médias RPA, Inzamba et la télévision Renaissance. Aujourd'hui, nous revenons sur le rapprochement de l'État burundais et l'Union européenne en vue de normaliser leurs relations. Le mini-magazine au cœur de la société vous est présenté par Bertrand Ngendakuliyo. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba, Agatekakawe, Radio RPA, Ijuya Nyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. L'État burundais et l'Union européenne ont démarré mardi de la semaine passée les échanges pour aboutir à la normalisation de leurs relations d'amitié et de coopération après les sanctions contre le Burundi survenues depuis mars 2016. Ces sanctions ont empêché le gouvernement du Burundi de recevoir une aide directe de quelques 430 millions d'euros
pour la période de 2015 à 2020. Quels sont donc les intérêts derrière ce rapprochement entre le gouvernement du Burundi et son premier donateur? La réponse, c'est dans ce mini-magazine Au cœur de la société. À la présentation, Bertrand Ngendakuliyo. Bienvenue. Dans son allocution lors de la rencontre entre les deux parties, le ministre burundais des Affaires étrangères Albert Shingiro a indiqué qu'il faut se libérer du passé et accélérer ce processus de dialogue pour atteindre des résultats. Quant à Claude Bechou, ambassadeur de l'Union européenne au Burundi, il a indiqué que le dialogue doit être progressif. Quelle a été donc l'origine du divorce entre les deux pays, partis plutôt l'Union européenne et le Burundi? Le rappel avec Émile Nibasumba de la radio publique africaine. Les sanctions qui ont été prises en mars 2016 avaient été précédées par les consultations entre l'Union européenne et le Burundi afin d'examiner la situation et les possibles solutions, comme l'exige l'article 96 de l'accord de Cotonou qui lie l'Union européenne aux pays ACP. C'était en décembre 2015. L'Union européenne considérait que les éléments essentiels repris à l'article 9 de l'accord, notamment les droits de l'homme, les principes démocratiques et l'état de droit, n'était pas en train d'être respecté par la République du Burundi. Dans le pays s'observaient des assassinats, des tortures, des disparitions forcées, des arrestations arbitraires, des intimidations et des viols, des crimes qui visaient non seulement ceux qui s'opposaient au troisième mandat contesté du président de la République, mais aussi d'autres citoyens burundais. En plus de mettre de l'ordre dans le pays, l'Union européenne exigeait également au gouvernement du Burundi de participer activement au dialogue inter-burundais piloté à l'époque par la communauté est-africaine. Après ces consultations de décembre 2015 qui n'ont rien donné, l'Union européenne avait décidé que ces activités de coopération nouvelles avec le Burundi allaient être limitées aux actions à caractère humanitaire ou bénéficiant directement aux populations. C'était avant les sanctions qui sont ensuite tombées le 14 mars 2016. Ainsi, le gouvernement du Burundi venait de perdre environ 430 millions d'euros d'aide directe jusqu'en 2020. Mais l'Union européenne a continué d'accorder au pays l'aide dont bénéficie directement la population burundaise. En termes de coopération, la motivation des différents acteurs est basée sur les intérêts. C'est ce qu'explique ici Méthode Ndikumasabo. Il est expert en droit international. Nous sommes dans le domaine des relations internationales et là, l'élément déterminant, c'est l'intérêt. Et donc, chacune des deux parties a intérêt à la reprise de ces négociations. Commençons par la partie burundaise. Vous savez, ça fait déjà à peu près 5 ans que l'aide européenne est coupée et que d'autres sanctions ont été prises, soit à l'encontre du pays, soit à l'encontre de certaines personnalités. Et donc, la partie burundaise a tout intérêt à ce que ces sanctions soient levées. Je vais m'appesantir en particulier sur la question de l'aide financière. Je pense que malgré le discours officiel selon lequel la privation de cette aide n'a pas fait d'effet négatif sur l'économie du pays, ça c'est, bon, je pense qu'il y a toute une série de raisons à ne pas croire à cela. Et donc, je pense que le Burundi a énormément besoin de cette aide financière. Pour la partie européenne, bon, c'est vrai, le Burundi est un petit pays, mais dans les relations internationales, il n'y a pas de pays à négliger. Même si le Burundi n'est pas très, très riche, on parle de découverte de minéraux et d'autres biens de valeur, d'exploration de pétrole, ainsi de suite. Je pense que les Européens veulent garder un œil attentif sur cela. En outre, le Burundi est malgré tout une porte d'entrée vers certains pays voisins, le Rwanda, la République démocratique, ainsi de suite. Et donc, c'est quand même un terrain
que les Européens ne peuvent pas laisser comme ça, d'autant plus que en cette matière, quand on laisse un terrain, d'autres l'occupent et on dit que le terrain qui serait laissé par les Européens serait occupé par les Russes et les Chinois. Et je pense que cela ne ferait pas nécessairement plaisir aux Européens. On est au début des négociations. On n'a pas encore de résultats tangibles. Ça dépendra de l'allure que les deux parties prendront. Et ça dépendra aussi des accords sur les points d'achoppement, les points importants d'achoppement. C'est bien que je peux dire que, alors, d'ici la fin de l'année, peut-être oui, peut-être que ces sanctions seront levées, peut-être que non, peut-être que l'une ou l'autre partie aura cédé sur une partie. À l'issue de la rencontre, le ministre burundais s'est montré enthousiaste, n'hésitant pas de dire que les résultats concrets sont pour bientôt. Mais cet enthousiasme a été vite refroidi par plus de 40 eurodéputés qui ont écrit une lettre au vice-président de la Commission européenne pour s'opposer à la reprise de ces relations. Car selon les élus européens, le gouvernement burundais doit d'abord cesser les tueries, les disparitions forcées, les arrestations arbitraires ou encore garantir la liberté d'expression et le retour des réfugiés dont les défenseurs des droits de l'homme et les journalistes en toute sécurité et dignité, sans oublier la réhabilitation des médias détruits qui sont la radio publique africaine, la télévision Renaissance et la radio Bonesha FM. Et voilà, c'est ce qui prend fin son mini-magazine. Bertrand Ngendakoulio, j'étais à la présentation. Rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Merci à Bertrand Ngendakoulio. Et c'est par ce mini-magazine Au cœur de la société que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi. Merci aussi à toute l'équipe de production. Au revoir.